Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Ben là. Ben là. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai un petit quelque chose dans la voix, alors je suis rendu covidien. Ben là. Ben là. Et oui, je m'amuse à dire que je suis rendu covidien parce que, bon, malheureusement ou heureusement, j'ai attrapé la COVID-19. Et là, je suis en sortie de COVID en quelque sorte. Et c'est ce qui explique un peu le moment de pause un peu plus long que d'habitude entre la diffusion de certains épisodes. Par contre, ça l'a inspiré, entre autres, mon épisode de cette semaine. Parce que, premièrement, je voudrais vous partager un peu comment je l'ai vécu. Quand, dans le fond, ça a commencé un lundi matin, j'ai commencé à avoir, dans le fond, des symptômes à la gorge. C'était comme des couteaux dans la gorge. Et ça l'a augmenté d'heure en heure de façon excessivement rapide. Donc, la première journée, j'ai fait un test rapide qui m'a donné un résultat négatif. Mais par précaution, parce que je trouvais ça rapide, par précaution, j'ai dit, OK, je vais basculer mes affaires en ligne. Je prendrai pas de chance. Donc, je vais enseigner à distance, je vais m'isoler à la maison et de toute façon, j'avais toutes mes affaires avec moi. Donc, je me suis dit, OK, go, on va prendre plus de précautions que pas assez. Dans le contexte actuel, tu te dis, regarde, je ne voudrais pas être responsable d'une éclosion auprès de mes étudiants. Donc, le mardi se déroule, je donne mes cours, mais mon état se met à décroître excessivement rapidement dans la journée de mardi. Et j'ai une rencontre sous l'heure du souper par Zoom et là, ma collègue de travail a dit ça sent pas bon. Et le soir, j'enseignais également et là, je me suis mis à faire de la température, je filais vraiment pas. Et le mercredi, là, j'étais vraiment sur le dos, j'avais la difficulté à parler, je rumais, donc ça allait vraiment pas bien. Et donc là, j'ai annulé mon cours du jeudi matin. Le jeudi matin, c'était à peu près la même chose. Par contre, ce qui s'est produit, c'est quand la fièvre a tombé, mon état est revenu, dans le fond, mon état est revenu rapidement, aussi rapidement que, je dirais, l'augmentation de l'infection. Donc, à partir du jeudi, ça s'est mis à mieux aller. La fièvre avait tombé. Le vendredi, ça allait beaucoup mieux. Et à partir du samedi, j'avais pratiquement plus rien. Outre un restant je dirais, de gorge que vous pouvez entendre. Mais outre ça, puis un peu de mouchage à l'occasion, il n'y a plus rien. Et bien sûr, j'ai testé négatif et j'ai pu reprendre mes activités. Je vous dirais, moi, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Je suis vacciné 3 doses, je suis très fier de l'être et je ne m'imagine pas avoir passé au travers cette infection-là si je n'avais pas été vacciné. Je me dis, ça a tellement été virulent, ça a tellement fait mal rapidement que je me mets à la peau, là, mettons, je me projette 10 ans plus tard ou mettons que mon état de santé ne serait pas celle que j'ai actuellement. Ça doit être assez difficile et je comprends, dans le fond, je comprends, entre guillemets, de l'intérieur que ça peut avoir un impact sur notre système de santé. Et je voulais notamment vous féliciter ceux qui se sont vaccinés, qui se sont fait vacciner, et ceux qui se sont protégés, qui ont appliqué les mesures, qui ont respecté les règles et qui, dans le fond, qui ont bien fait ça. Je voulais vous féliciter parce que la pandémie n'a pas été évidente. Et là, ça a inspiré un peu mon sujet de cette semaine parce que je me suis dit, une fois que je vais lui avoir partagé, dans le fond, mon expérience de comment je l'ai vécu, de quoi je pourrais leur parler, tu sais, dans le fond, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça touche l'économie, il faut que ça touche les affaires, il faut que ça touche l'entreprise. Et je me suis mis à faire quelques recherches sur, justement, les faits saillants et les points qui ont marqué la pandémie. Parce qu'actuellement, on est comme à la mi-mars 2022. Un peu partout dans le monde, il y a déjà des mesures d'assouplissement qui ont été annoncées de façon assez importante, au Canada et au Québec également.
Même si il y a une recrudescence actuellement, je pense que on commence à apprendre à vivre avec le virus et à prendre les précautions nécessaires. Bref, ça a marqué quand même un changement de société. Mais il y a d'autres éléments qui ont changé la société face à cette COVID-19. Là, je sais qu'on est tanné d'en parler, mais l'angle dans lequel je veux vous en parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus de dire qu'est-ce qui a marqué ce moment-là? Qu'est-ce qui a marqué les 2 dernières années le Québec, le Canada et même un peu le monde en soi? Et souvent, je vous dis, vérifiez vos sources, assurez-vous d'avoir des sources fiables, d'avoir des chiffres qui sont réels, qui sont bien faits, de sources justement que je vous dirais qui ont été comme, tu sais, je n'irai pas sur un blog de machin truc pour aller chercher l'information. Alors, je suis tombé sur un article qui a été partagé sur Statistique Canada. Donc, Statistique Canada ont réalisé justement une étude sur, je dirais, l'impact économique de la pandémie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand je me suis mis à le lire, on parle non seulement de l'économie, mais on parle aussi des effets sociaux, en fait sur certaines statistiques des effets sociaux de la pandémie. Alors, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui et mettre ça en perspective. Donc, si on prend par exemple, dans le fond, le Canada en soi, on est rendu aux alentours de 38 millions d'habitants. L'âge moyen est de 41 ans au Canada. L'espérance de vie pour les hommes est tout près de 80 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes. Le taux de fécondité qui date de 2019 est de 1,47 par femme, bien sûr. La population autochtone qui enrichit notre Canada et qui était déjà là avant qu'on arrive, bien sûr, représente 1,6 million d'individus. Donc, c'est quand même une très belle proportion. Et dans les minorités visibles, là, dans le fond, ça, c'est vraiment le terme que Statistique Canada utilise. Donc, je ne veux pas insulter personne en utilisant ce terme. Représente 7,6 millions d'habitants. Donc, c'est quand même assez important. On a un beau pays, d'ailleurs, dans lequel il y a plusieurs langues maternelles qui sont couramment utilisées, notamment le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe, l'italien, l'allemand, et j'en passe. Donc, les personnes qui sont au travail, notamment en date de septembre 2020, ça représentait 18,5 millions d'habitants du Canada. Le taux de chômage à ce moment-là est à peu près à 9 %. Donc, si je regarde en quelque sorte l'économie, là, si on regarde avant la pandémie, donc en 2020, le PIB, donc le produit intérieur brut du Canada, était de 1,8 milliard de dollars canadiens. Donc, les ventes au détail se situent à 52,9 milliards de dollars. Les exportations canadiennes, 44,9 milliards et les importations de 47,9 milliards. Donc, on a quand même un déficit commercial ici. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi un déficit commercial, dans le fond, c'est la différence entre les importations et les exportations. Donc, quand les importations sont supérieures que les importations, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort pour les produits que soit qu'on consomme ou que l'on importe pour la fabrication de biens ou d'éléments comme ça. Autre élément, permis de bâtir, on était à 8,1 milliards et les recettes du gouvernement fédéral étaient donc les impôts que le gouvernement fédéral retire, représentent 335,1 milliards de dollars. C'est quand même énormément d'argent. Donc, si on regarde un peu les impacts de l'économie, sur l'économie de la pandémie, on voit qu'il y a eu des différences assez importantes. Pourquoi que je dis ça? C'est que les familles en soi ont été confrontées notamment à l'incertitude par rapport à l'emploi, par rapport aux revenus. Rappelons-nous que, il y a eu des périodes d'isolement, des périodes où les entreprises ont été fermées, et là, il y avait un climat d'incertitude qui s'est installé. Et ce climat d'incertitude-là a eu pour impact de dire, bon, OK, on ne peut pas non plus trop dépenser d'argent.
on ne peut pas non plus trop investir. Donc, il y a eu des gens qui ont eu froid, qui ont eu peur, et c'était justifié face à la situation. Donc, le revenu d'emploi, notamment, a diminué de 9 % dans cette période-là. Et par contre, le revenu disponible des ménages a augmenté de 11 %. Donc ça a été, bien sûr, en quelque sorte, une cause des mesures qui ont été appliquées par le gouvernement fédéral et par les gouvernements provinciaux pour donner un coup de main. Donc, tout ce qui concerne les mesures d'urgence, le chômage, ainsi de suite. Donc, toutes les mesures qui ont été mises en place. Un des impacts négatifs de ça, en fait, l'impact positif s'est senti immédiatement parce que face à cette incertitude, le gouvernement a mis de l'argent dans les poches des Canadiens. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2022, les gens ont eu de l'argent dans leurs poches. Les gens n'ont pas vécu, en fait, cette problématique-là financière parce que, le gouvernement s'est occupé de nous autres. Et c'est correct parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité, et je fais juste penser à la restauration, qui ont été excessivement touchés par la situation. Il fallait qu'il y ait de l'aide. Sinon, les gens n'auraient pas passé au travers. Par contre, de faire du mur à mur comme ça et donner de l'aide à pas mal tout le monde, bien, ça a généré beaucoup d'argent dans le système. Et cet argent-là dans le système, bien, les gens se sont mis à dépenser à un moment donné et à consommer. Et là, ça l'a amené justement à des débalancements dans l'offre et la demande, ce qui a fait en sorte notamment qu'on a vécu des pénuries de bois d'œuvre, qu'on a vécu des pénuries de papier de toilette et ainsi de suite, et ça a eu une incidence à moyen long terme sur le prix que les produits étaient vendus. Donc, revenons un peu à ces éléments-là. Donc, la hausse des revenus disponibles et, dans le fond, et des dépenses ont augmenté, notamment le taux d'épargne. Donc, les gens ont conservé cet argent-là et se sont dit, on va la garder dans nos poches. Au Canada, on a vécu aussi une baisse historique des dépenses et des investissements des entreprises dans le commerce international. Donc, le commerce international, donc tout ce qui concerne importation, exportation, a connu un recul de 11,5 %. Donc, c'était quand même assez majeur. D'autres statistiques, écoutez, la reprise de la production s'est quand même faite assez rapidement parce que dans le fond, lorsque les entreprises ont été fermées, là, le gouvernement a pris des mesures mur à mur, en quelque sorte. Et après ça, ils ont commencé à dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner. Et là, les entreprises se sont mis à réouvrir. Et là, cette progression-là s'est fait quand même assez rapidement, notamment pour les entreprises qui étaient, je dirais, moi, je peux dire qui étaient considérées comme étant essentielles. Les entreprises qui ont vécu en fait, les secteurs d'activité qui ont vécu, en fait, les plus grandes pertes, écoutez, tout le secteur d'hébergement et de restauration qui ont connu des décroissances astronomiques. C'est simple, là, les gens ne voyageaient pas, les gens ne bougeaient pas. Donc, c'est le secteur qui a été le plus touché. Il y a eu également le secteur du transport dans lequel, et d'entreposage. Par contre, c'est un secteur qui s'est remis en marche parce que un des indicateurs économiques qu'on peut avoir, c'est l'industrie du transport. Parce que quand on a un transport de marchandises d'un point A à un point B, lorsqu'il y a des transactions commerciales, le transport est obligatoire. Parce qu'il faut prendre les stocks, il faut les déménager. Donc, quand l'industrie du transport va bien, normalement, l'économie va bien. Écoutez, ce n'est pas un indicateur infaillible, mais c'est un indicateur qui est important. J'en profite aussi pour vous dire, parmi cet indicateur-là, comme le transport est un joueur important dans le transport de marchandises, c'est également un indicateur par rapport au coût de l'essence. Quand le coût de l'essence augmente et qu'il y a beaucoup de transport par camion et qu'on utilise, ou un moyen de transport qui utilise le pétrole ou du moins les énergies fossiles pour se déplacer, on peut s'attendre qu'il va y avoir une augmentation de coût. Alors, c'est pour ça que la fluctuation, par exemple, du pétrole actuellement peut nous rendre insécures un peu parce que, outre le consommateur qui met de l'essence dans sa voiture, c'est beaucoup plus les industries qui doivent assumer cette forte augmentation-là de coûts
et qui, bon an, mal an, va se ramasser sur le prix des tablettes. Donc, ça va être le consommateur qui va le payer. Et on parle de consommateur, mais ce n'est pas juste le consommateur. Si on est dans le secteur industriel, bien, le secteur industriel va en subir les conséquences également parce que si, par exemple, le coût de transport est augmenté de façon importante et que ce coût de transport-là fait en sorte que, bon, il faut que tu augmentes tes prix de 5 parce que ça a augmenté tes coûts de production de 5 et que tu fais affaire avec une autre entreprise industrielle, bien, à ce moment-là, il va y avoir une augmentation de coûts automatique. Donc, parce que les entreprises, ils ne prendront pas dans leur profit, là, ça, je peux vous le garantir. Ils vont peut-être absorber une partie, mais c'est sûr qu'ils n'absorberont pas toute la facture. Donc, c'est un des éléments qui joue. Et d'ailleurs, si je continue sur l'aspect des coûts de transport, actuellement, sur l'échiquier mondial, il y a des conteneurs qui restent à part parce qu'ils remplis de stock, parce que dans le fond, le coût de transport pour faire venir le conteneur dans un autre pays est trop élevé par rapport à la valeur de la marchandise. Donc, les gens, là, ils ne veulent pas payer ça. Et les stocks restent acquis. C'est un des éléments qui cause la situation actuelle de la pénurie de certains produits parce que ça coûte trop cher à transporter. Alors ça, il va y avoir un enjeu, il va y avoir des questions à se poser par rapport à ça. Bien sûr, le commerce de détail a connu effectivement un changement important, en fait une baisse drastique parce que les gens ont changé leur comportement d'achat. L'achat en ligne a été... comment je peux dire ça, est devenu la voie de salut de plusieurs personnes. Donc, les gens, comme ils ne pouvaient plus magasiner, aller acheter en magasin, eh bien, le commerce, dans le fond, le commerce électronique et la vente en ligne est devenu la voie de salut pour ces entreprises-là. D'ailleurs, on peut voir notamment dans le fond, dans ce qui a progressé le plus, c'est effectivement les ventes en ligne. Et là, quand je dis là, une progression des ventes en ligne, c'est fulgurant, là. C'est carrément fulgurant. Je n'ai pas les pourcentages devant moi, je vais vous les dire tout à l'heure lorsque je vais être rendu dans la section, mais les ventes en ligne, ça a été exceptionnel. D'ailleurs, j'en profite, je vous parle de vente en ligne. Souvent, quand on va acheter en ligne, il y a un des éléments qu'on va considérer qui s'appelle les frais de transport. Et un peu en lien avec ce que je viens de vous dire, si les coûts de transport augmentent et que là, comme consommateur, tu arrives, tu te dis, bon, OK, je pourrais l'acheter moins cher, mais sauf que les coûts de transport deviennent trop onéreux, trop importants. Alors là, peut-être que ça va avoir une incidence sur notre comportement d'achat. Parce que là, tu dis, OK, ben, je vais prendre ma voiture, ça va peut-être me coûter moins cher d'aller chercher au magasin, d'aller chercher dans un commerce local pas loin pour être capable de sauver cet argent-là. Et je vous dirais, c'est pas mal le seul frein qui pourrait empêcher la progression et en fait de faire en sorte que la progression soit maintenue du commerce électronique parce que ce sont ces frais-là. Parce que sinon, ben, écoutez, les gens vont quand même miser sur le moins cher. D'ailleurs, un des éléments qui a poussé le commerce électronique, c'était on payait moins cher le produit, puis c'était plus accessible. On payait moins cher que chez notre détaillant, notre commerçant local. Alors, je ne veux pas le dire trop vite, là, mais on assiste peut-être à cause de cette situation-là à un retour du balancier dans lequel le commerce local va avoir un avantage, ou du moins va revenir avec un avantage parce que lui, il va pouvoir commander en quantité importante. Et là, ben, il va diviser le coût de transport par rapport aux quantités, va lui permettre de vendre moins cher les produits que ce que les gens retrouvent en ligne. Alors, c'est à suivre, on va surveiller ça dans les prochaine semaine. Une statistique qui m'a frappé est la considération des gens par rapport à leur qualité de vie entre 2018 et 2020. Donc, en 2018, les gens qui considéraient avoir une bonne qualité de vie au Canada étaient aux alentours de 32-33 et ceux en 2020, à la même période, qui ont considéré que leur qualité de vie était moindre, eh bien, on était, dans le fond, à peu près à la même période, à 18 %. Donc, un écart assez important. Et cet écart-là se maintient, là, si on regarde le diagramme, là, par rapport à la satisfaction à l'égard de la vie en général, on voit qu'il y a une baisse et lorsqu'il y a une progression par mois,
eh bien, cet écart-là qui a été marqué par la pandémie, elle se maintient. On ne peut pas négliger le fait que ça a eu un impact sur notre santé mentale. D'ailleurs, selon l'étude, les jeunes de 15 à 24 ans, ce sont eux qui ont abordé cette période-là avec une meilleure santé mentale. Quoique, ils ont quand même vécu certaines problématiques, certaines difficultés, ne serait-ce que par l'enseignement et l'apprentissage en ligne qui a eu des effets sur nos jeunes. Et cette transformation numérique-là, ben, les jeunes l'ont vécu de façon assez importante. D'ailleurs, si on regarde, dans le fond, dans les préoccupations familiales, dans le même sondage, et lorsqu'on parle ici là, de préoccupations familiales, on va parler entre autres des jeunes, dans le fond, d'âge scolaire de 4 à 11 ans, et en lien avec la famille, donc c'est nos plus jeunes et notre famille en général. Alors, 74% des Canadiens disaient avoir des préoccupations par rapport à la conciliation des soins aux enfants, de l'enseignement et du travail. Donc, vous voyez, là, on a comme une combinaison de tout ce qui se passait à la maison à cause notamment du confinement et du fait que les enfants, les jeunes devaient rester à la maison. Deuxième statistique importante, 61% dans le fond des familles étaient préoccupées par rapport à la gestion des comportements, des niveaux de stress, de l'anxiété et des émotions des enfants. Donc, les familles se sont préoccupées de l'état de nos jeunes. Moi, je vous dirais, j'ai un jeune de 10 ans. Et souvent, je le questionne sur comment il se sent, comment il vit les choses, ainsi de suite. Et lui, la vie, c'est un feu roulant. Parce qu'une des choses qu'il a vécues à son âge, c'est que à partir du moment où il a été privé de ses amis en présence, ils se sont tous tournés vers notamment les jeux vidéo et aussi tout le réseautage en ligne entre eux. Donc, en utilisant des plateformes de communication pour être capable de se parler, de s'appeler, et ainsi de suite. Et je vous dirais, ça l'a poussé plus jeune vers la technologie. Mais ça lui a permis de rester en relation avec ses jeunes. Et c'est drôle, en fin de semaine dernier, je disais à mon jeune, ben là, tu vas aller jouer à l'ancienne, tu vas aller jouer dehors. Et là, il en a profité pour aller jouer 2 journées à l'extérieur avec ses amis. Puis le soir, il était pas mal plus fatigué qu'à l'habitude. Donc, revenons sur les préoccupations des familles. 46% des familles disaient que la tendance à avoir moins de patience, à élever la voix, à réprimander leurs enfants ou à crier plus auprès d'eux. Donc, effectivement, dans la gestion au quotidien, quand tu es plus exposé et que, veux pas, quand je dis plus exposé, tu es plus en contact avec tes jeunes et que là, ben, tu n'as pas de moment de répit, de moment pour revenir, ramener le chakra, ben, ça peut créer certains problèmes. 43% par rapport au maintien des contacts avec la famille et les amis, 37% entre les membres de la famille et l'entraide, et 30% le sentiment de solitude faisait partie des préoccupations des familles. Autre élément, par rapport aux préoccupations maintenant qui touchent, oui, les familles, mais par rapport à leurs enfants. Donc, les parents, eux autres, là, 71% des gens étaient préoccupés par rapport à l'occasion de socialiser avec des amis. Donc, la relation de nos jeunes par rapport avec leurs amis. Donc, 71% des parents avaient cette préoccupation-là. 64% du temps passé devant les écrans était également une préoccupation. Je ne vous le cacherai pas que moi, comme père de famille, ça a été également une préoccupation. Par contre, j'ai un adolescent de 15 ans qui, lui, va faire une bonne gestion de son temps d'écran, de ses affaires, parce que c'est un gars qui aime ça se socialiser, d'être avec ses chums. Donc, les périodes de confinement, pour lui, ont été plus difficiles. Il a moins gamé. Mais par contre, le jeune, il faut être capable de le superviser, de l'encadrer, parce qu'il y a effectivement un impact sur le temps d'écran. Par contre, dans les plus jeunes, je pense que le rapport à la technologie est plus facile. Donc, je pense que le transfert vers l'enseignement à distance ou l'enseignement en ligne ou l'enseignement à l'aide d'outils technologiques devient une alternative et devient une opportunité intéressante à intégrer. D'ailleurs, une des problématiques qu'on a vécues, c'est que dans certains cas, les enseignants et les professeurs n'étaient pas formés
face à l'enseignement en ligne. Moi, j'ai eu le privilège, avant la pandémie, d'enseigner à distance. Donc, j'enseignais partout au Québec, mais en ligne à partir de mon salon de chez moi. Et ça m'a permis de maîtriser les outils et d'offrir déjà de meilleurs cours, puis de savoir comment adapter les formations en lien avec le dispositif de diffusion, c'est-à-dire tout ce qui concerne soit Zoom, Teams ou les différentes plateformes. Et aussi comment coordonner les travaux d'équipe. Comment coordonner cet échange-là entre les gens qui sont à distance et nous? Comment est-ce qu'on peut créer le lien? Et moi, ça m'a aidé personnellement quand c'était le temps de basculer en ligne dans la période de confinement. Par contre, ce n'était pas la même situation pour les profs du primaire, pour les profs du secondaire, dans lesquels la présence de l'élève est primordiale en classe et est importante parce que oui, il y a l'aspect de la socialisation, mais il y a aussi tout l'aspect du jeu, du contact, et aussi de la matière et de la discipline, de la gestion de classe. Donc, ça a été tout un défi. En passant, j'en profite, là, les profs de secondaire, les profs de primaire, s'il y en a qui nous écoutent actuellement, félicitations, merci pour cette portion-là qui n'a pas été évidente pour vous autres. Donc, autre préoccupation qui était associée à nos enfants, 46% sur la solitude, l'isolement, 40% sur la santé mentale en général. Donc, c'était quand même... pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, un échange de données. Donc, 46% sur la santé mentale en général et 40% sur les années scolaires et la réussite scolaire qui faisait partie des préoccupations des parents. Donc, des statistiques qui sont assez intéressantes, qui nous permettent de savoir, bon, OK, le contexte social a changé, notre rapport à la technologie a évolué, nos achats en ligne ont changé, notre façon d'apprendre a également évolué, a également grandi et justement, toute la gestion familiale, nos préoccupations ont également évolué. Ensuite, pour de nombreux étudiants, dans le fond, il y avait des préoccupations et ça a été mesuré également dans la recherche qui nous est présentée. Donc, dans la proportion des participants ayant déclaré avoir des répercussions scolaires, dans le fond, parmi ces étudiants-là, 26% disaient que certains cours avaient été annulés ou reportés. Il y en a 35% qui disaient que le placement prévu en milieu de travail ou dans les milieux de stage avait été soit retardé ou annulé. Bien, c'est sûr qu'avec le confinement et tout ce qui s'est passé, ça devait être problématique. On l'a même vécu, nous, avec nos étudiants, dans lesquels il fallait que les stages soient faits à distance et qu'il y avait des contraintes qui n'étaient pas évidentes. Mais ça, c'était dicté par la santé publique. On n'avait pas le choix de faire ça de cette façon-là. 10% disaient ne pas avoir été en mesure de terminer certains cours dans l'ensemble de leur programme. Donc, je m'adresse à ces 10%-là. Si vous nous écoutez, écoutez, allez chercher votre diplomation, retournez à l'école, allez chercher le petit plus qui vous manque. Là. Ça vaut la peine, lâchez pas, vous êtes capable. 11% disaient ne pas avoir été en mesure de terminer son grade, son certificat, son diplôme comme prévu. Donc, effectivement, il y a eu du décrochage scolaire. Puis le décrochage scolaire, si vous me suivez dans mon podcast depuis un bout, vous savez que une des préoccupations, en fait, une des valeurs qui m'habitent, c'est la persévérance scolaire. Donc, la persévérance scolaire, pour moi, c'est d'être capable de dire, écoute, ça peut arriver que tu t'abandonnes, que tu lâches tes études, mais l'important, c'est que tu y retournes. Un jour ou l'autre, il faut que tu y retournes pour être capable de terminer. Parce que la valeur de ton diplôme, c'est une valeur qui est certaine. Tu peux te faire offrir actuellement un emploi bien rémunéré, mais dis-toi une chose, c'est que tu vas rester jamais possiblement dans cet emploi-là bien rémunéré pendant très longtemps parce que le fait que tu n'aies pas de diplôme va peut-être t'empêcher d'avoir des postes mieux rémunérés encore avec de meilleures conditions et avec un niveau hiérarchique supérieur. Donc, si tes ambitions, c'est de te bâtir une carrière puis de progresser, à ce moment-là, la diplomation devient quelque chose d'important. Moi, je me souviens, quand j'ai abordé le collégial, j'avais pas la maturité à 18 ans pour entamer des études collégiales. Donc, je suis parti sur le marché du travail, mais quand j'ai décidé de revenir, là, à ce moment-là, je suis revenu au collégial. Après ça, je suis passé à l'université.
Et à l'université, ben, ça m'a pris un peu plus de temps à compléter mon bac parce que j'avais moins d'acquis collégiaux. Mais j'ai complété mon bac. Ça ne m'a pas empêché de faire une maîtrise. Ça ne m'a pas empêché de faire des études de la scolarité au doctorat, faire des études de troisième cycle. Études de doctorat qui ne sont pas encore complétées. Là, inquiétez-vous pas, je ne suis pas encore PhD. Un jour, je le serai, je l'espère. Mais pour l'instant, j'ai été capable de me rendre à ces niveaux-là. Donc, je vous encourage à ne pas lâcher. Et ceux qui nous écoutent, ben écoutez, lâchez pas votre projet d'études parce que c'est un gage qui va vous permettre d'ouvrir des portes pour le futur. Et finalement, 92% de nos étudiants qui ont justement mentionné soit avoir été obligés de reporter ou annuler, disent que certains cours ou tous les cours ont été convertis en ligne. Donc 92%. Moi, je vous dirais, là, en 2022, et c'est ma position personnelle comme professeur, donc je parle en je ne parle pas pour l'ensemble des enseignants. Je pense que cette transformation numérique-là, que la pandémie a obligé le système à absorber en quelque sorte, a mis en place des outils et a permis de créer des opportunités super intéressantes. L'opportunité, comme par exemple pour moi, l'opportunité de créer un podcast puis d'être capable de faire référence à certains éléments de l'actualité et ramener un peu de théorie, et de vous fournir aussi certaines analyses, certaines critiques que je me permettrais pas en classe parce que j'ai pas le temps de le faire en classe. Bien, ça me permet de vous intéresser à certains sujets, de pousser plus loin, puis aussi de vous permettre de comprendre à quoi la théorie en fait, à quoi la théorie va vous servir pour comprendre les phénomènes dans notre société. Depuis le début de ce podcast-là, d'aujourd'hui, oui, je parle de la pandémie, mais je parle de statistiques. Je parle d'économie. Si vous avez fait vos cours d'économie, vous avez compris certaines choses de façon plus profonde que si vous n'avez pas de notion de base en économie. Et c'est un peu ça l'avantage d'utiliser, par exemple, un podcast. Ça nous permet d'aborder les sujets de façon différente et aussi sans contrainte de temps. C'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais là, Benoît, tu utilises ton temps sur ton travail pour le faire. Oui, je l'utilise sur mon temps de travail, mais ça m'arrive des fois de l'enregistrer le soir, puis même des fois d'enregistrer les fins de semaine, parce que dans ma semaine de travail, je suis trop débordé par ma préparation de cours, par ma correction, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut trouver le moment pour être capable de le faire. Mais, écoutez, essentiellement, on s'amuse pour être capable de vous produire ce genre de podcast-là et de vous amuser. Bref, écoutez, aujourd'hui, je vous ai parlé beaucoup de chiffres, de beaucoup de choses. Je terminerai peut-être avec une statistique un peu plus rigolo, en quelque sorte. Donc, la proportion des Canadiens qui ont déclaré avoir augmenté leur consommation d'alcool ou de substances pendant la pandémie. Donc, ceux qui ont, dans le fond, dit augmenter leur consommation, notamment de cannabis, ce sont dans le segment d'âge des 15 à 34 ans qui disent « Nous autres, on a augmenté de façon significative notre consommation. » C'est à peu près 12% des gens qui ont mentionné qu'ils l'ont augmenté de façon significative. Ensuite, pour les 35 à 54 ans, c'est une augmentation de 6%. Les 55 ans et plus, c'est à peu près 3%. Pardon. Pour la consommation d'alcool, les 15 à 34 ans, c'est à peu près 16% des gens. Dans le fond, pourquoi je dis à peu près en passant, là, c'est que j'ai des tableaux devant moi et il n'y a pas de chiffre, donc il y a juste la proportion sur l'échelle. Alors, je me laisse une petite marge d'erreur. Donc, c'est à peu près 16% des 15 à 34 ans qui disent avoir augmenté leur consommation d'alcool. Ceux qui l'ont augmenté le plus, c'est les 35 à 54 ans, donc qui se situent à 22% d'augmentation pour leur consommation d'alcool. Et on est à 11% pour l'augmentation d'alcool, dans le fond, dans les 55 ans et plus. Ceux qui ont augmenté leur consommation de tabac, ce sont nos 15 à 34 ans. Je suis moins fier de vous autres parce que vous êtes à peu près 6% à avoir augmenté votre consommation de tabac. On sait que le tabac, c'est pas très bon pour la santé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, le cannabis, c'est pas meilleur, puis l'alcool non plus. Et là, je vous donne raison à 150%. Bref, ceux pour les 35 à 54 ans, c'est 5%. Et ceux qui sont plus vieux, à 55 ans et plus,
c'est 4%. Donc, c'est à peu près la même chose. Bref, on est comme en sortie de pandémie. Je vous dirais, c'est peut-être le moment de repenser à notre... à ce qu'on a augmenté comme consommation durant la période de la pandémie. Peut-être revenir à de saines habitudes de vie parce que je pense que ce qui se présente devant nous est très positif. Les mesures sont en train de tomber. On est en train d'apprendre à vivre avec le virus. Alors, soyons positifs pour l'avenir et il ne me reste qu'à vous dire, écoutez, merci d'avoir écouté. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur TuneIn. Dans le fond, il est distribué partout. Donc, vous pouvez m'ajouter dans votre planification d'écoute sur votre téléphone. Bien sûr, je vous invite peut-être à mettre même un commentaire ou peut-être une notification, une évaluation sur mon podcast. Moi, ça va m'aider à m'ajuster, ça va m'aider également au référencement. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci et on se reparle dans le prochain épisode. Alors sur ce, ciao, ciao!